Yes! Yeah. Champion of the world! Bellingham! What a moment for the 19-year-old! Hughes creates space. Hughes shoots, he scores! Hughes has done it again! Voici groupe Facebook, nos deux experts, nos deux collectionneurs en or, Mike Coalou et Paul Lacourcière qui sont avec nous. Messieurs, comment allez-vous cette semaine? Vas-y, mon Mike. Écoute, ça va super bien. Bien content d'être de retour sur le pod, surtout avec mon ami Paul et toi, Greg. Donc, dommage qu'il y en a qui n'est pas là, mais on va avoir un bon show pareil. Il se fait désirer ces temps-ci, le beau Yanakis. On le salue d'ailleurs. Mais on va notamment aborder des sujets que vous avez animés dans le groupe Facebook et qui ont causé beaucoup de réactions aussi dans le hobby. Les séries éliminatoires commencent la semaine prochaine. Alors, il faut commencer à parler de ça. Quelles sont nos prédictions? S'il y a des joueurs qu'on pense, parce que on sait le marché bouge beaucoup en séries éliminatoires. Ça a été le cas l'an dernier pour plusieurs joueurs. On va refaire ça, voir également ce que nos auditeurs en pensent. On a d'autres sujets également. Il y a eu l'acquisition. On en a parlé brièvement la semaine passée de l'acquisition de Golden par eBay. Mais là, ça a pris un tournant un petit peu inattendu dans lequel PSA s'est mêlé de tout ça également. Eux autres qui font partie du groupe Collectors, PSA qui ont fait une entente avec eBay également qui va surtout bouger dans le marché américain. On va en traiter rapidement aussi. On va parler de balles parce que Paul est là, Mike, les deux sont deux grands fans de balles devant l'éternel. Et dans quelques instants, on va lancer cette émission-là avec ce que j'appelle l'idiot du village de la semaine. Mais d'abord, vous allez me dire que les commanditaires, c'est un petit peu drôle de lancer ça comme sujet, mais bref, on tient à remercier Best Buy, qui est notre fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, duquel je vous parle présentement, ainsi que le complexe JC Perrot. Pour tous les meubles que vous voyez à l'écran, vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrot qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch-de-Lachigan. Alors, voilà qui est fait. Messieurs, je disais, l'idiot du village, on le sait, ce qu'il a fait. Il y a eu deux grosses nouvelles dans le hobby en 2024. La première, c'est Connor Bedard. Ça, c'est sans contredit, c'est incontesté, c'est certain. Et la deuxième, ça a été cette fameuse vente aux enchères de la caisse scellée du 1979-80 O-Pee-Chee qui a été vendue. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quoi ce produit-là? Ben, c'est les fameuses cartes recrues de Wayne Gretzky notamment qui sont là-dedans. Une caisse scellée qui est probablement la dernière dans l'histoire. Je pense pas qu'il y en a d'autres qui existent, sinon on le saurait. Caisse qui a été trouvée en Saskatchewan, qui a été vendue par nos amis de Heritage Auction notamment. Puis, ben là, voilà que l'acheteur qui a acheté ça à grands frais, un agent immobilier, devrais-je dire courtier immobilier de l'Ontario, un petit peu ce qu'on appelle dans le hobby le remords de l'acheteur. Lui, il est embarqué là-dedans, il a acheté, il a dit « Ah, je suis pas vraiment un collectionneur, peut-être que cette caisse-là serait mieux chez un autre collectionneur qui pourrait vraiment apprécier toute la valeur de celle-ci et aurait payé la grande majorité du montant là, de 3,7 millions US, resterait 700 000 à payer, mais je pense que finalement, ça va retourner en enchère, cet item-là. Quel fiasco. Les gars, vous en pensez quoi? On en a parlé ensemble hors d'onde, mais j'ai hâte d'avoir vos impressions. Paul, on va commencer par toi. Ben moi, premièrement, c'était déjà un prix qui est monté super haut, qui me surprenait à base. Puis là, de voir qu'en plus, il rétracte son achat puis il ne paye pas au complet le montant payé. J'ai peur que ça manipule un peu le marché.
il a peut-être essayé de faire monter les enchères pour le revendre à profit ou finalement c'était un achat un peu compulsif. Mais chose est sûre, à ce montant-là, là, c'est énorme. Là. C'est énorme. Puis en plus, que ça soit remis en vente par la suite, j'ai bien hâte de voir pour un article aussi important que ça. Je suis d'accord avec toi, tu sais, puis en même temps, dans la fameuse entrevue qu'il a donnée, je tiens à remercier au gars de la POC qui m'a envoyé cet article-là de la CBC là, qui a documenté tout ça. Là, je sais pas, je vais contacter Drake, Wayne Gretzky, voir si... Mais, Seigneur, je veux dire, comment tu peux... Tu sais, tu dis, est-ce que c'est un achat impulsif? Il est-tu rentré à la dernière minute? Puis, tu sais, c'est pas tout le monde là, qui peut. Ben, en fait, il est en moyen, lui-là, s'il a déjà donné ce fameux acompte-là de 3 millions US là, ou quelque chose comme. Mais, tu sais, c'est pas des enchères de 24 heures sur eBay, là. C'est des enchères de 30 jours. 4 semaines, plus de 4 semaines. Je me demande, tu sais, et tout le monde le documentait. Tu fais pas un achat comme ça en sachant pas quoi faire avec ça. Tu sais que tu le gardes. C'est un placement sur 10, 15, 20 ans, même plus que ça, des décennies. Mike, toi, t'en es où là-dessus? Moi, ce que je trouve un petit peu ridicule dans tout ça, c'est qu'en plus, dans l'article, j'ai lu un article de Radio-Canada ce matin justement là-dessus, puis il disait dans l'article que il était déçu pour le deuxième bideur là-dessus parce que le deuxième bideur est un vrai collectionneur. Mais tu sais, pourquoi toi tu l'as acheté de base si c'est pas pour faire un quick flip et que ça n'a pas marché ton affaire? Tu sais, c'est ça que je trouve désolant parce que le deuxième acheteur avait mis des gros sous dessus puis le gars, tu sais, fait que c'est un peu ce bout-là que je trouve difficile à entendre dans ça. Puis après ça, approcher Drake puis la famille à Wayne Gretzky, je veux dire. Tu vois que le gars, il est désespéré présentement. Là. Il veut rien savoir de cette caisse-là. Là. Est-ce qu'il va y avoir de l'intérêt aussi pour ces acheteurs-là là, par Drake et Gretzky? C'est un bon achat. Là. Ouais, il faut pas oublier qu'il reste fermé, ça. Là. Tu peux pas ouvrir ça. Là. Non, Drake aime ça ouvrir. Drake en a parlé souvent, l'a souvent montré d'ailleurs. Lui, il aime ça ouvrir. Tu peux pas faire ça avec ça, à moins que tu t'en fous de flusher la moitié de la valeur directement dans les toilettes. Là. Mais à part ça, pourquoi qu'il ne le garde pas comme place? Bref, on n'est pas dans dans sa situation financière. Comme tu dis, pourquoi j'ai de la difficulté à me dire ça. Pourquoi à ce moment-là enlever un item aussi unique à un vrai collectionneur qui veut l'avoir dans sa collection? Je sais pas pour vous, mais tu es déjà déçu. Là, imaginez là, celui qui a terminé deuxième là-dedans. Là, il va pas l'acheter à la valeur que l'autre. S'il n'avait pas mis ce montant-là, l'autre l'a gagné à plus de 3,7 millions US. Là, après avoir passé à travers toutes ces émotions-là durant 30 jours, tu voulais absolument avoir cet item-là unique. Et là, ça va retourner aux enchères et tu vas repasser par ce processus-là encore. Je veux dire, je pense qu'à un moment donné, à moins que tu veuilles vraiment, vraiment, mais vraiment l'avoir, peut-être que tu vas te dire, regarde, sais-tu quoi, moi, laissez faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La commission là-dessus aussi, là, la commission qui a dû payer, vu qu'il a gagné là, l'item, il s'en fout de ça. Là. Ça doit être un bon petit montant. Là. Ben, habituellement, le fameux Buyer's Premium, c'est un 20% qu'on ajoute pour payer justement l'enchère et la gang de Heritage Auction et ces fameux frais-là. On parle de... C'est beaucoup d'argent, là. C'est quasiment 600 000 Américains. Là, ben, c'est peut-être là le 700 000 qui n'a pas payé. Là. Ce serait peut-être la commission. Non, mais j'ai de la difficulté à m'expliquer tout ça. T'es un courtier immobilier. Il doit être à succès là, s'il a acheté cet item-là. Je veux dire, un certain succès financier. Rendu là, paye-la, mets-la quelque part où est-ce que c'est sécuritaire, puis je veux dire, ressort ça comme investissement. Là. Ouais. Moi, c'est ça que je dis. J'ai l'impression qu'il a vu toute la pub alentour de cette caisse-là, puis il a pensé faire un quick flip rapidement, puis ça n'a pas fait. Puis là, il est comme pris un peu avec la caisse, alors que dans le monde de la collection, c'est un trésor national. Là. Ben, absolument, tout le monde en a parlé.
tout le monde. Je veux dire, non seulement les médias qu'on est du hobby, mais vous l'avez dit, le CBC, Radio-Canada, on a vu des articles passer partout là-dessus. Puis à l'époque, où est-ce que c'était en vente? C'est pas si loin que ça, c'est au mois de février. Là. Je veux dire, tout le monde en a parlé. Là. Il y a Yoann Benaroche qui a été invité à TVA Nouvelles pour en parler. C'est un item de collection qui est unique puis qui ne repassera pas. Puis lui est en train de faire un fiasco. Tu sais, il faut faire attention là-dedans. Paul, garde ton idée, mais je fais un petit lien avec les autres items. Par exemple, on a vu la fameuse One of One Precious Metal Gems de Cole Caulfield qui était sortie aussi, puis qu'elle a été mise en vente à plusieurs endroits différents. Présentement avec Connor Bedard aussi, la Outburst Gold, il y a cette fameuse mise à prix de 1 million US qui a été mise dessus. Mais les autres cartes, faut faire attention dans le processus de vente et d'achat quand on achète des items rares comme ceux-ci. C'est ça exactement, puis je voulais venir sur le point, là, c'est que ça serait triste que ça revienne pas dans les mains d'un collectionneur qui... Tu sais, tu t'en parles, là, c'est une collection unique. Fait que pourquoi ça finit dans les mains de quelqu'un qui s'en fout, au lieu d'un musée ou peu importe, que les gens vont pouvoir venir le voir dans des shows ou peu importe. Donc, toute cette médiation, ce qui s'est passé dans les médias autour de ça, puis que ça finisse finalement dans les mains d'un gars qui veut... médiatisation est le terme que je cherchais. Médiatisation. Fait que ça serait plate que ça finisse dans les mains de quelqu'un qui s'en fout puis qu'il ne peut pas partager avec les autres. Ben, en même temps, je veux dire, si lui, il l'a acheté pour un investissement, il a les sous pour le faire, il n'y a pas de problème. Mais enlève pas... Est-ce que selon vous, là, je vous pose la question, le fait que l'acheteur met ce type d'argent-là, OK, investi, c'est plus de 5 millions de dollars canadiens dans un item unique qui est important pour le hobby en soi, là, et que un mois après, revienne sur sa décision et ait ce type de propos-là dans les médias, pour vous, est-ce que ça nuit à la valeur de l'item en question? Oui, c'est sûr. Et s'il le revend demain matin, il n'y aura pas le prix qu'il a payé, c'est sûr. C'est sûr et certain. T'sais, pour moi, on voit toujours ces pièces de collection-là uniques. Ça peut être un bâton de Wayne Gretzky, par exemple, là, qui est signé dans un moment précis. Ce sont des items qui ont pris de la valeur, qui vont continuer d'en prendre aussi dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Puis ce type de... en fait, cette caisse-là fait partie de ce registre-là. Puis là, tu viens de retirer de la valeur en toi, agissant de façon impulsive ou en ayant un regret, du remords d'avoir acheté ça, puis en essayant de te faire peut-être un peu de capital là-dessus en disant « m'a parlé à Drake ou je vais parler à Wayne Gretzky. » Hey, j'ai bien beau aller dans tous les médias possibles puis dire « m'a parlé à Drake puis à Wayne Gretzky, je te confirme, ça n'arrivera pas. » Non. Non. En tout cas, c'est juste triste comment ça se finit, cette histoire-là. Ouais. Ben, c'est que c'est pas fini. Ben, c'est pas raison, fini, mais comment que l'histoire, triste, c'est ça, comment que ça s'est terminé le premier chapitre, si on veut. Absolument. Comment il va en avoir d'autres, des chapitres, mais le premier se termine mal. On avait tellement une possibilité de faire quelque chose de grandiose avec ça, puis de dire, tu sais, dans la même année, tu sais, 2024, là, on a Connor Bedard qui arrive, qui vient mettre des records à ce qu'on voit au niveau du prix des boîtes, à ce qu'on voit au niveau du prix des, tu sais, c'est toutes premières cartes qui ont été vendues, ça a perdu beaucoup de valeur depuis, c'est normal, ça va être comme ça dans toutes les nouveaux produits qu'on va sortir, tu sais. Là, bon, elle est passée de 8 000 à la première vente à 1 500 $. Donc, ça a chuté, ça a monté de façon vertigineuse, ça a chuté de façon vertigineuse, mais dans le même mois, tu avais aussi cette vente-là record par rapport à Wayne Gretzky. Donc, de l'ultra moderne mélangé avec du vintage d'une légende, la plus grande légende que le sport ait jamais connue, le sport du hockey, je veux dire. Et c'est cette nouvelle coqueluche-là qui arrive dans le marché. Puis là, ben ça vient juste ternir tout ça un petit peu. Effectivement. Exact. Je veux dire, tu sais, on parle pour parler, là, mais tu sais, imagine, là, je sais pas moi, les Oilers d'Edmonton décident de faire un bid là-dessus pour exposer ça à leur aréna. Tu sais, avec cet achat-là de ce monsieur-là qui a fait, on a manqué une opportunité de pub pour le hobby qui
assez grosse. 100% d'accord. Ça vient mettre. Qu'est-ce que ça envoie comme message à tout le monde qui veut collectionner, qui ont cette passion-là, que ça a éveillé une curiosité, un intérêt, ou même des gens qui veulent simplement investir, comme faut faire, tant mieux si ça dit qu'il faut faire attention dans ce qu'on investit, il faut faire ses recherches. En même temps, qui va aller mettre 5 millions de dollars? Ben, en fait, c'est pas nous autres autour de la table, là, je pense pas. Je vous le souhaite, les gars. On va avoir de la difficulté. Ben, en fait, je vous le souhaite, mais qui va dire ah non, finalement, ça vaut pas la peine, alors que c'est pas du tout le cas. Ça en vaut énormément la peine, justement, d'investir dans des pièces de collection excessivement rares, pas juste dans le sport. Là. On l'a vu. Allez voir le documentaire Golden sur Netflix, vous allez voir toutes sortes d'articles, que ce soit des artistes ou des films ou peu importe, qui coûtent cher, qui en valent la peine long terme également. Ça en fait partie. Alors, faut juste faire attention. Quand on dit avec... comment qu'on dit, là? Bref, vient with great power comes great responsibility avec... Quand on a des systèmes comme ça donne du pouvoir de collection et ça amène une responsabilité. On va faire attention à ce qu'on va cracher dans les médias par la suite. Exact. Messieurs, la saison de la Ligue nationale de hockey est presque terminée. Ça a été fort agréable comme saison. Je trouvais ça très intéressant. On a eu des surprises, on a eu des déceptions. Les Devils de New Jersey puis Jack Hughes. Pour n'en nommer qu'un seul. Là, toutes les équipes sont qualifiées dans l'Ouest. Dans l'Est, là, au moment où on se parle, ce serait... Ah oui, Washington sont revenus dans le portrait. En fait, je pense que les Highlanders vont se qualifier pour les séries éliminatoires. Et l'autre, la dernière place dans toute la Ligue nationale, ça serait entre Washington, Détroit, Philadelphie et Pittsburgh. Vous souhaitez que laquelle de ces 4 équipes-là rentre en série, d'ailleurs? Moi, je dirais que Pittsburgh. Ouais, moi aussi. Pour la dernière danse de Crosby avec une équipe... on s'entend qu'il c'est pas sa dernière saison, là, mais au moins une dernière chance de pouvoir gagner une ronde ou deux puis de monter à son legacy. Là. Ça serait formidable. Mais vous avez posé une question, les gars, dans le groupe Facebook, d'ailleurs. Qui, selon vous, seraient des bons achats en cette période des séries éliminatoires? Il y a des cartes qui vont monter, il y a des cartes qui vont descendre. Je vous lance une couple de noms qui sont sortis dans le groupe Facebook, puis on va réagir là-dessus. Le premier à qui moi je pense, puis ça fait des semaines que je vais en parler sur le podcast, c'est notre gars d'ici, le premier choix au repêchage en 2020, Alexis Lafrenière. Sa valeur augmente pas tant que ça depuis... je pense que les gens ont voulu croire et veulent croire en Alexis Lafrenière. Au début, on a vu des prix astronomiques. On se rappelle, ça a fait presque le même buzz. Là. Je ne veux pas comparer les buzz de Connor Bedard et de Laffy, mais on se souvient ce que ça a créé dans le hobby en 2020. Dans ce contexte-là, en pandémie, c'était la folie furieuse. Et là, je pense que les gens veulent peut-être attendre, veulent être patients de voir si c'est pas juste une passe de quelques semaines, mais ça pourrait être un solide achat avant les séries éliminatoires parce que les Rangers pourraient faire un solide bout de chemin en série. Oui, c'est sûr, ils sont favoris dans l'Est, là, évidemment. Mais j'ai l'impression que le monde a tellement eu la recherche sur Lafrenière, ils ont tellement essayé de le chercher, ou ils l'ont eu, ils l'ont possédé, ils l'ont vendu, ils ont vendu à perte, qu'on dirait qu'ils ont quitté sur Lafrenière, fait que ça fait baisser le prix. Là. Mais côté talent, c'est sûr qu'il mériterait de revenir, pas nécessairement au prix que c'était à la sortie, là. Mais il pourrait rejumper en masse, mais le monde, ils ont encore confiance à réinvestir dans lui? Ça, c'est une question à savoir. Les ventes dans la dernière semaine, avant que Mike réagisse, là, 238, 191, 241 et 207 $ canadiens. Pour une PSA 10? Oui, pour sa fameuse Young Guns PSA 10. Mais tu sais, on l'a vu dans les années antérieures, tu sais, avec Aiden Hill l'année passée à Vegas, puis Akira Schmid, le goaler avec les Devils, là, 2 ans. Ouais. À 200 Canadiens, grosso modo, une PSA 10 pour une Lafrenière. Tu achètes ça là, il y a 2-3 bonnes performances en première ronde.
tu vas faire un profit, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, est-ce que s'il gagne la coupe, ça va changer beaucoup sur sa valeur? Je pense pas. Ça va être vraiment plus sur les trois performances qu'il fait consécutives, là, où est-ce que là, tu vas avoir un spike. Mais, tu sais, comme je vous dis, on l'a vu avec Aiden Hill l'année passée, que ses cartes étaient rendues quasiment inachetables, là. Puis, tu sais, Akira Schmid, des Young Guns qui se vendaient 50$ durant les playoffs, alors que tu l'achetais avant les séries à 5$. Fait que oui, Lafrenière, je pense qu'il y a un potentiel de faire ça. J'aime bien aussi Brock Besser à Vancouver. Wow, attends une minute, là. Oh. Attends une minute. Finissons la fille, là. D'ailleurs, en passant, une petite info comme ça, c'est Panarin, au début de la saison, qui a demandé d'avoir la fille avec lui. Hein. Oui. Donc, et on dirait que ça lui a donné une confiance cette saison. Tu sais, on a même vu les gars de Spittin' Chicklets se relayer des jeux de Lafrenière qui dit Lafrenière qui joue du fameux pond hockey. Là, on dirait qu'il joue du hockey de. C'est quoi en France? Du hockey comme sur un étang, là, tu sais, a juste du plaisir sur la glace. Moi, j'ai énormément de plaisir à voir Alexis Lafrenière jouer cette saison. Puis, écoute, je suis pas un méga fan des Rangers, mais je suis un fan des belles histoires, comme vous savez. Puis, je leur souhaite, je le souhaite à Alexis Lafrenière de faire un bout de chemin en série et peut-être aussi à Jonathan Quick également d'aller chercher un autre coupe qui en serait à sa 4e, d'ailleurs, dans 3 équipes différentes. Ce serait quand même assez fou. Tu parlais de Brock Besser. Intéressant, Brock Besser, effectivement. Ben, le gars, il joue avec Patterson. Il a 40 buts cette année, quasiment 80 points. Dans un marché où c'est Patterson puis Quinn Hughes qui prend la place à Vancouver. Donc, tu sais, je veux dire, Brock Besser, au prix qui se vend présentement, j'ai pas l'info pour les PSA 10, là, mais je suis pas mal sûr que c'est en bas du prix de la Lafrenière. Je pense que ça peut être un bon underdog, si on veut, là, pour le début des séries. Là. Surtout que Vancouver sont premiers dans l'Ouest. C'est 69 la dernière vendue, 69 celle de Brock Besser. Sa carte recrue en 2017 à Brock Besser. Et tu en as eu à 100 138 136 Donc, ça dépend des... c'est vraiment très, très volatile comme valeur. Là. Mais autour de ça, tu vois, la plus haute vendue était à 138 dans les dernières semaines, à tout le moins. Je trouve pas ça mauvais. Mais... ça pour vous, là. Êtes-vous surpris qu'il soit premier dans l'Ouest? Est-ce que vous auriez vu les Knights à la place? Ou, moi, j'aurais l'impression que ça aurait été le contraire. J'aurais pas vu les Golden Knights, mais est-ce que je suis surpris de les voir premiers dans l'Ouest? Moi, je m'attendais à ce que ce soit comme Dallas, Edmonton, des forces comme ça. Au début de la Colorado, effectivement. Au début de la saison, tu avais les Kings qui étaient aussi dans... Ça a vertigineusement pris une débarque, là, cette histoire-là. Mais je me serais attendu à voir quelque chose comme ça. Je trouve ça intéressant, Brock Besser. Oui, Vancouver est une surprise. Oui, on pourrait faire un bout de chemin en série. Mais je pense quand même que l'achat intéressant, ça resterait Elias Pettersson. T'sais, Brock Besser, pas cher. C'est s'il devient, par exemple, premier compteur des séries éliminatoires ou de son équipe, puis faire un tour du chapeau, quelque chose comme ça, je pense qu'on va voir un spike très, très rapide dans ses valeurs. Mais tu sais, Elias Pettersson a ce potentiel-là. Quinn Hughes, qui a déjà eu ce qu'on appelle dans le langage du hobby, il a eu son pop en début de saison. Parce que, tu sais, on l'a vu en série pour les Kings, là, Drew Doughty. Quand un workhorse défenseur là, qui fait tout en série, là, c'est eux qui font gagner là, en partie, là, pas eux seuls. Là. Souvent, ça prend un bon gardien également, mais ça prend un bon carrière qui amène l'équipe sous son dos. La différence avec Drew, c'est que Drew n'a pas le côté spectaculaire de Quinn Hughes. Quinn Hughes devrait gagner le Norris aussi. Mais est-ce qu'on va voir une hausse tant que ça? Je pense que chaque joueur... L'an dernier... Non, c'est pas vrai. L'an dernier, on a eu Aiden Hill et Jack Eichel qui a eu une solide hausse dans ses valeurs en série de la Coupe Stanley. Fait que, la réponse, elle se situe probablement dans ces trois-là, si toutefois Vancouver fait un solide chemin.
parlant de force dans l'Ouest, qui ont plusieurs joueurs intéressants dans la même équipe, les Stars de Dallas avec Jake Ottinger, Jason Robertson puis Wyatt Johnston, ça là, c'est des candidats assez solides pour moi à être des achats. Là. Il est peut-être tard pour faire ça un peu, là, mais si vous vous promenez dans des shows ce week-end où vous pouvez faire des achats dans certains groupes Facebook, ça pourrait être intéressant aussi. Mais par contre, là, dans l'Ouest, j'ai l'impression que lui qui va sortir gagnant de l'Ouest, là, il va être solidement amoché. Là. Ça va être tough. Là. Ça joue du gros hockey, puis il y a au moins 4 grosses équipes qui méritent. Là. Fait que rendu en séries éliminatoires, rendu en finale là, contre l'Est, il y a quoi, les Rangers, ils sont peut-être une équipe ou deux là, qui sont plus favoris. Là. Dans l'Est, je sais pas. Attends, regardons. Là. Mais dans l'Ouest, par exemple, Dallas, si la tendance se maintient, au moment de mettre sous presse, ce serait Vegas-Dallas en première ronde et ça serait Kings contre... Non, je me trompe. Pardon. Je me trompe-tu ou je me trompe pas? Attends un peu. Je suis en train de la sortir. Non, c'est Vancouver. Ce serait Vancouver contre Vegas. Ce qui, selon moi, va être dur pour Vancouver. Et ce serait Dallas contre les Preds et Edmonton, LA. Winnipeg, Colorado. Oh. Ouais. Wow. C'est toutes des bonnes séries quand même. Là. Nashville contre Dallas. Là. Nashville, c'est pas Dallas. deux équipes super populaires là, pour la Ligue nationale, mais... T'as une bonne défense. T'es vraiment posé balancé à Nashville. Un solide gardien aussi devant un but. Mais je vais mettre malheureux. Regarde le chandail que j'ai sur le dos. On salue Alex Carrier, mais un des plus beaux de la Ligue en plus, selon moi. Honnêtement, là, quand tu regardes ce chandail-là, tu dis non, quand tu l'as sur la glace, puis quand tu le vois en vrai, ce chandail-là, il est très, très beau. Très réussi. Présentement, je veux juste te corriger, Greg. C'est pas Vancouver contre Vegas. Ça va être Dallas contre Vegas. Si ça reste comme ça. Dallas a 111 points, Vegas a 96. Puis, t'as raison, c'est vrai. C'est ça. Décalage horaire n'est pas fini. C'est Dallas-Vegas qui... Puis il n'a pas oublié le retour de Mark Stone en uniforme. Comme par magie. Mais de toute façon, on parle pour parler, c'est pas terminé complètement encore. Là, fait que ça se peut que match-up. En fait, il reste 2 matchs à Vegas, il reste 2 matchs à Vancouver, puis 1 match à Dallas. Mais tout ce qui peut changer, là, je crois, là, tout ce qui peut changer, il reste 1 match à Nashville, il en reste 2 à Vegas. Et il en reste c'est Nashville-Vegas qui peuvent changer, c'est tout. Non, Kings-Vegas. Oui, effectivement. Les Kings et Vegas sont dans la même division et pourraient changer, ce qui ferait que ça serait Edmonton-Vegas et Kings contre Dallas. Pour mes Kings, je sais pas. Je sais pas ce que j'aime le mieux. Là. Je pense que j'aime mieux Edmonton avec McDavid à mocher. Mais bref. Je peux pas croire d'ailleurs. Là, il reste quoi? Il reste 3 matchs à Edmonton quand même. Il reste 3 matchs à Edmonton qui d'ailleurs, s'ils gagnent les 3, pourraient peut-être passer devant Vancouver aussi. Non, il y a pas mal de match-ups finalement qui sont pas réglés dans l'Ouest, mais on vous parle de ce qu'on voit présentement. Et si Colorado gagne leur dernier match et que Winnipeg perd leurs 2 matchs, c'est Colorado qui va avoir l'avantage de la glace dans cette série-là. Mais on a vu dans les dernières années qu'en première ronde, ça change pas grand-chose. Bref, Dallas, ces 3 joueurs-là, je trouve ça excessivement intéressant. Wyatt Johnston pourrait connaître d'ailleurs les séries qu'ils font éclore. On a vu les cartes de Ottinger dans leur poussée en série il y a 2 ans, à quel point ça avait monté. Ça pourrait être le cas. Puis ça a été le cas l'an dernier. On a parlé d'Aiden Hill, on a parlé d'Akira Schmid. Akira Schmid, je pense qu'il le temps de 2 semaines a été le joueur le plus hot du hobby, presque plus que Jack Hughes et que les autres chez les Devils. Colorado, par exemple, je sais que ça coûte déjà cher, là. Mais moi, je pense qu'avec la tenue de Nate Dogg McKinnon et de Cale Makar et de Rantanen et de Joe Drouin, on est capable de faire une solide poussée. Moi, c'est mon choix pour sortir de l'Ouest, Colorado. Et si on retourne aller chercher une autre coupe, est-ce que ça pourrait, selon vous, donner une autre
valeur ou remettre les prix, par exemple, de Cale Makar où ils étaient quand il a gagné le Norris, le Conn Smythe, la Coupe Stanley, ou selon vous, c'est pas c'est déjà arrivé, been there, done that, puis on revient pas là-dessus? Moi, je crois que oui, ou peut-être un 20% de moins, là, mais il va être décoré encore plus si ça arrive, donc veut pas, il mérite de remonter à des prix semblables. Là. Puis le grand gagnant de tout ça, ça va être Nathan MacKinnon. Je peux pas croire que ses cartes sont... Tu sais, une PSA 10, ça vend quoi présentement? 650, 700 $? Le même prix que Cale Makar, là. Ou à peu près, là, c'est dans les mêmes eaux, là. Je comprends Austin Matthews qui va probablement scorer 70 buts, là, mais tu es un DG qui part à 0. Ton first pick, c'est Nathan MacKinnon pour... Attends, t'as dit ça, là, 650, 700, là, ça, c'était les prix d'il y a quelques temps, là. La dernière vendue est à 933 $. Là. OK, fait que ça remonte. Mais c'est le même effet que la Lafrenière des gens qui ont investi beaucoup au début puis qu'ils n'ont pas eu les attentes, ils n'ont pas atteint les attentes voulues en début de carrière puis le monde se sont un peu tannés parce qu'on s'entend qu'en début de carrière, MacKinnon... il a gagné le Calder, si je me trompe pas. Puis c'était qui contre lui cette année-là, là, vite de même? Je pense que c'était Aaron Ekblad, ça se peut-tu? Je suis pas sûr à 100%, je vais aller voir. Fait que des fois aussi, tu gagnes le Calder. Je pense pas. Nathan MacKinnon n'a jamais été comme la coqueluche du hobby. Là. N'a jamais été... Mais pourtant, first overall, le gars, il joue en désavantage numérique, il joue en power play, il joue tout le temps contre les meilleurs centres de l'équipe adverse. Il bloque des shots. C'est ça, mais dans le hobby, c'est ça, c'est moins important. Ça. Le monde aime les flashy, puis les buts, puis... Oui, exact. Ce qu'il est cette saison, il est complètement exceptionnel. S'il s'en va ajouter une autre Coupe Stanley, cette fois-ci, je pense que Nathan MacKinnon pourrait faire le Jack Eichel de l'an dernier. Celui, habituellement, on aime les jeunes, comme là, Jason Robertson et Wyatt Johnston à Dallas en sont des exemples, mais lorsqu'on est depuis quelques années dans Jack Eichel et 2015-2016, la même année que Connor McDavid, je pense que Nathan MacKinnon pourrait être celui-là de cette année. La recrue d'il y a quelques années, là, ça va faire 8 ans, ou ça fait 8 ans, qui prend une certaine valeur selon ses performances si ça pousse en série. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il ne sera pas plus bas qu'il l'est déjà. C'est aussi simple que ça. Il y a le beau Marco Baudouin qui vient souvent nous parler de ces sujets-là puis qui reviendra dans les prochaines semaines assurément, qui nous suggère 2 autres noms qui vont probablement s'affronter. Je vous laisse réagir là-dessus. Zach Hyman, le fameux marqueur de 50 buts, et Quinton Byfield. On y va dans la même séquence de flashy. Moi, je vais y aller avec Quinton Byfield parce que Zach Hyman, je ne sais pas si vous avez vu la statistique, mais 99% de ses buts, c'est des garbage goals, si on veut. Là. Fait qu'il est dans le trafic, il met son nez là, il est parké là. Fait que oui, je vais y aller plus avec un Quinton Byfield parce que Edmonton, t'as déjà McDavid puis Draisaitl qui prennent... Puis sans oublier Van Bouchard à défense, qui a connu une année exceptionnelle. Qui a connu des séries exceptionnelles l'an dernier contre les Kings, là, avec McDavid qui était blessé. Là, il était fatigant, je le détestais. Un long départ de carrière, il a été remis des mineurs une couple de fois, mais là, un joueur très le fun à jouer. Là. Il va falloir changer de conférence, les boys, mais je vous garoche des noms rapides. Vous me dites si, selon vous, ça pourrait être, parce qu'on est toujours au potentiel dans l'hypothétique. On n'est pas des conseillers financiers, mais on est juste là pour jaser de certaines valeurs de cartes. Je vous garoche des noms, vous me dites ce que vous en pensez. Thomas Hertel avec les Golden Knights. Je veux dire, ils ont déjà un line-up qui est stacked. Mark Stone qui revient d'une blessure qui est... En tout cas. Miraculeusement. Oui, c'est ça. Robbie Love déjà sur d'autres joueurs, puis il vient d'arriver en plus Hurtle à Vegas. Donc, Gabe Vilardi à Winnipeg. Sa carte n'est pas en Sharks, c'est non en Golden Knights. Tu as fait raison. Un autre joueur qui a changé d'endroit, Gabe Vilardi à Winnipeg. Oui, ça peut être un bon petit bail, surtout qu'il n'est pas cher présentement. Fait que pour le short term, pourquoi pas? T'en achètes 3-4 puis t'es reflippes. Ouais. Ça peut faire un bon move. C'est pas très cher comme Mike dit. À Nashville, voyez-vous quelqu'un?
À part le Nashville. gardien, il y a aussi Saros. Ouais. Je veux dire, sur un quick Roman flip. Josie, à la limite, peut-être. Ouais. Philip Il Forsberg. n'y a jamais eu de Love ben à Nashville. Là. Non. Peut-être dans le futur, mais pas dans le passé. Ça pourrait peut-être changer cette année. C'est ça. Voyons voir. Philip Forsberg pourrait peut-être être intéressant. Il y a des, tu sais, ce que je trouve intéressant aussi avec les Preds à Nashville, c'est qu'on a des jeunes. Tu sais, je pense à Luke Evangelista qui, il n'y a pas si longtemps, sa Young Guns est sorti également. Il y en a un autre dont le nom m'échappe. Ils sont comme 2 recrues. Et non, je parle pas d'Askarov. 2 recrues qui jouent dans cette équipe-là. Mais Luke Evangelista qui a un potentiel incroyable également, donc qui pourrait peut-être être intéressant. Mm-hmm. Dans l'Est maintenant, messieurs. Oh, boy. Là, on en a des solides. Boston, Floride, Toronto, New York, Caroline, les Islanders, le Lightning de Tampa Bay, les 4 équipes dont on a parlé là, qui pourraient se qualifier. Je vois pas des grosses valeurs. À part si Crosby s'en va chercher une autre coupe, par exemple, Crosby, le temps à Pittsburgh, Philly, je pense pas qu'on va faire les séries. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'Hobby Love qui se passe là-bas. Détroit pourrait être solidement intéressant si jamais on se qualifie en série, avec notamment Lucas Raymond qui est là-bas, avec le Kaner aussi qui pourrait faire une autre run également en séries éliminatoires. Ovechkin, s'il connaît une poussée aussi. Mais dans ceux qui sont déjà qualifiés, là, dans les favoris, on a parlé de Lafrenière. Sinon, voyez-vous des petites cartes cachées comme ça, peut-être avec les Highlanders, Toronto, si on peut finalement passer 2 rondes avec la Floride ou Boston? Ah, vas-y, Paul. Évidemment, on a encore les favoris, là, les joueurs de Toronto là, qui devraient avoir la cote pendant les séries. Sinon, des petites cartes cachées, difficile à dire vite de même, là, parce qu'il y en a tout le temps un ou deux qui sort de nulle part puis qu'il y a un boom dans ces cartes. Mais là, on n'a pas la boule de cristal, puis dire d'avance comme ça, très dur à dire, mais j'ai hâte de voir. Moi, je vous lance un nom pour le fun comme ça. Le gars, il est blessé, mais est-ce que les résultats de l'équipe peuvent impacter son prix qui est déjà bas? Mathieu Poitras à Boston. Le gars a connu un début de saison assez impressionnant. Je pense qu'à Boston, c'est plutôt Jeremy Swayman. Aussi, tout ce qui est dans série 2 là, également, là, on dirait, à part Bédard, là, c'est tout super bas. Là, ça vaut toute la peine de les acheter, toute la gang. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Paul? Parce qu'il parlait de Mathieu Poitras. Là, c'est un Young Gun dans série 2. En même temps que Bédard. Ouais, Léo Carlson, série 1? Zach Benson. Mathieu Poitras, série 2 ou série 1? J'ai comme un blanc. Série 1. Série 2, je ne me trompe pas. Série 2, t'as peu. Tendance à dire série 1, moi. Mais je pense que non. Je pense que c'est si jamais... Tu sais, Boston, encore une fois, pas trop spectaculaire. Tu sais, il y a eu Patrice Bergeron qui avait toute une valeur. Pasternak. Mais Pasta, Pasternak, certainement. McAvoy. Mais, tu sais, Swayman. Série 2 Poitras. Série 2, bon, voilà, excusez-moi, j'ai mis le pavé dans la mort en me trompant. Mais Swayman aussi, qui a beaucoup de Hobby Love, là, qui est très, très collectionné. Puis, tu sais, je comprends qu'on sépare entre les deux, mais est-ce que c'est lui, finalement, qui va obtenir le poste de numéro 1 en série? Tu sais, j'ai pas regardé l'utilisation récemment, là. On parle vraiment des cartes, mais je pense que, tu sais, en série, ils vont y aller avec lui qui goal au-dessus de sa tête le plus, là. Oui, puis la différence entre Swayman puis Ottinger, on parlait d'Ottinger un peu plus tôt. Le monde va collectionner le swag. Ce que Swayman a, puis ce que Ottinger a un peu moins. Fait que oui, Swayman a le marché Boston aussi, mais il y a un charisme, il y a une présence à l'extérieur de la glace qui fait en sorte que, tu sais, juste le petit move qu'ils font, lui et Oldmark, quand il y a une victoire, ben, ça vient chercher je sais pas pourquoi, mais ça vient chercher un prix qui est un petit peu plus élevé qu'un Ottinger, que lui est plus... Puis les gens de Boston sont émotifs aussi avec les athlètes, là. Fait que, c'est des valeurs sûres, là, tout ce qui est Boston, là, dans tous les sports, en fait, là. Est-ce que Matthew Tkachuk pourrait remonter au sommet qu'on lui a connu l'an dernier, qui est devenu vraiment une coqueluche du hobby dans les séries éliminatoires? S'il reste en forme. Il joue du gros hockey, là. Surtout en série, là, il monte ça d'un cran. Fait que vas-tu toffer ce style de hockey-là? C'est à voir.
Je pense que oui. Puis il a connu une bonne saison. Tkachuk aussi encore. Là. Il était plus dans l'ombre, mais il approche les 90 points. Là. Au mois de juin l'an dernier, là, quand on s'est rendu loin en séries éliminatoires, là, on était autour de 400 $ pour sa Young Guns PSA 10, puis là, présentement, elle est à 150. À 150, tu perds rien. Je veux dire, ça ne baissera pas plus que ça. Ouais. Et Floride, là, c'est vraiment difficile de prévoir les affrontements, mais non, ça va être Floride-Toronto. Floride-Toronto. Floride, d'après moi, vont avoir la à moins que Floride passe Boston, il reste un match et que Boston perde ses 2 derniers. À ce moment-là, Floride prendrait... est-ce que ça serait Floride-Tampa? Oui, ce serait Floride-Tampa Bay. À ce moment-là, ça va être New York et la dernière équipe, New York ou Caroline. Si New York perd son dernier match et que Caroline gagne, ce serait... Imagine ça. New York. Ces 2 équipes-là qui vont s'affronter. Rangers, Islanders et Caroline prendrait une des 4 équipes que j'ai nommées, là, Washington, Détroit, Philadelphie ou Pittsburgh. On va avoir des solides séries, les boys. Ouais. Solides. Ouais. La NHL, elle serait-tu contente un match-up New York? Eh, boy, c'est sûr. Mais savez-vous, j'ai regardé ça pour Bet99. À quel point ce serait bon pour le hobby, un match-up New York. On veut que le spotlight, on veut que le spotlight soit sur les joueurs. Mais là, tu as Patrick Roy qui rentre en ligne de compte. New York, Peter Laviolette contre Patrick Roy. Je sais pas. Je suis pas sûr à 100% de ce match-up-là. Pour le hobby-wise. Barzal, ça pourrait... Barzal-Dobson pourrait peut-être être intéressant. L'attention des victoires va être redirigée vers Patrick Roy. Ouais. Puis la NHL va mettre le spotlight aussi sur le fait que c'est ça qui arrive aussi. Là. Mais pensez-vous que les cartes de Patrick Roy pourraient monter en valeur à ce moment-là? Qu'on pourrait avoir un autre buzz, comme on a eu là, lorsqu'il était annoncé comme entraîneur-chef. Je pense que ce serait pas fou de penser ça. Sur ces cartes recrues? Ouais. Incroyable. C'est un long shot, là, mais je pense que ce serait pas fou de penser. Je sais pas, moi, si un long shot que ça. Je sais pas si c'est si un long shot que ça. On invite la communauté à réagir, d'ailleurs, ceux qui nous écoutez sur le groupe Facebook, sur YouTube, mettez vos commentaires, sur les médias sociaux également. Pensez-vous que les cartes de Patrick Roy pourraient prendre une certaine valeur si on a des belles performances en séries éliminatoires? Je trouve ça super intéressant comme sujet. Les boys, faudrait parler de baseball un peu. Mike, as-tu encore un peu de temps pour nous? Oh oui. Oui, OK. Est-ce qu'on a le temps de faire le segment de nos amis chez Slab Sharks? Oui. OK. Avant qu'on présente les plus belles cartes à l'enchère chez Slab Sharks cette semaine, je dois vous dire, il y a une nouvelle qui est sortie qui a fait réagir. Slab Sharks a établi un partenariat avec 450 Sport. Vous irez voir sur la page de 450 Sport. Il y a 3 breakers seulement au Québec qui font affaire avec Slab Sharks. Et devinez, il va en avoir combien? 3. On les limite à 3 seulement. On parle de Stack, bien sûr. On parle de 450 Sport et on parle de Eaters Hobby dans le coin de Québec. Ce sont les 3 breakers exclusifs au Québec qui vont travailler dorénavant avec Slab Sharks au niveau de la consignation. Super facile si vous avez besoin d'envoyer vos cartes à l'enchère. Vous envoyez vos cartes chez Slab Sharks. Tout est sur le site web où vous pouvez également m'écrire pour me poser la question. Je vais jaser de ça. Je vais discuter avec vous. On a certaines boutiques également au Québec qui font partie de nos affiliés. Les cartes doivent être reçues avant le mardi. Ça tombe en enchère le jeudi et vous recevez votre paiement 5 jours ouvrables plus tard. D'ailleurs, on commence ça solide l'enchère cette semaine avec 2 Connor Bedard Outburst Silver PSA 10, les 2 qui sont en haut de 4 000 $, 4 634 et 4 400 avec plus de 3 jours à faire. Une exclusive PSA 8 également de Connor Bedard qui est là. Une petite site de kid authentique. Elle n'a pas de grade, celle-là, authentique, mais l'autographe est 10. L'autographe est absolument magnifique sur sa Future Watch. Une petite Clear Cut PSA 10 à 2 reprises d'ailleurs pour Connor Bedard et c'était certain qu'on allait voir ça les boys, une SP Authentic Buybacks de Tiger Woods. Mais es-tu belle l'autographe de Tiger? Incroyable. Numéroté sur 4, c'est une PSA 9 Auto 10. Elle est à 2800 $. On l'a vu performer au Masters. Ça a été son pire résultat en carrière, mais Pepper est là pareil et fait déplacer les foules. Ben oui, tant qu'il est là. Il a été matché à la ronde finale du dimanche avec un amateur.
Et quelle histoire ça a donné, hein? Oui. Oh, Quelle oui. histoire ça a donné. Imagine, tu es un amateur, tu joues ta ronde de golf avec Tiger, il prend le temps de te jaser. C'est complètement incroyable comme histoire. Sterling Haaland également, sa Topps Chrome Sapphire qui est recrue. Là, je comprends que Erling Haaland a plusieurs cartes recrues dans plusieurs années différentes, mais la Saphir de la Ligue des Champions, c'est en 2019 une carte qui est iconique. BGS 9.5, numérotée sur 50 également. La fameuse SP1 Easter Egg PSA 10 et est à 2000. Les haters vont dire que la virgule n'est pas à bonne place. Oui, exactement. Et ça, c'était peut-être à prévoir. Ah non, je ne veux pas faire un signing ici. Une solide Lewis Hamilton, la Gold Wave Refractor sur 50 PSA 8. Et on parlait de Cale Makar, sa Future Watch Auto Patch sur 100 avec une patch 3 couleurs absolument magnifique. BGS 9, ce qui est un solide grade pour cette année-là. Le DDM de Connor Bedard, la lettre R et une Jack Hughes. Jack Hughes, là, on parle des bails en ce moment, là. Jack Hughes en est un solide. Après, le début de saison qu'il y a eu, la montée de ses cartes, là, ça a descendu énormément. Là, vous avez cette Exquisite sur 86 PSA 9. Oui, Mike? C'est fou pareil. Là. Au mois de novembre, c'était un sell à côté. Puis maintenant, il est de retour en mode buy. C'est fou de ce que la fluctuation du marché. C'est débile. On a manqué série, il était blessé. Tu sais, ses problèmes d'attitude, là, sa fameuse prise de bec contre Victor Arvidsson sur le banc des pénalités en disant « People pay to watch me play ». Ça a vraiment pas aidé. Et j'espère que Jack Hughes va prendre le temps de méditer cette année. Cette saison, de bien se guérir. Il est opéré à l'épaule encore une fois. Et ça va créer de l'incertitude dans son cas. Alors, les collectionneurs de Jack Hughes vont pouvoir avoir du fun là, dans les prochains mois là, de s'acheter des belles cartes de lui à pas mal moins cher que ça coûtait au mois d'octobre et au mois de novembre. Messieurs, il nous reste à peu près une dizaine de minutes ensemble avant de passer à notre segment Patreon. Et les questions des auditeurs. La saison de baseball est commencée. Je sais que vous autres, vous regardez ça, vous autres, comme des fous, là, des fous furieux. Vous en pensez quoi de ce début de saison-là, à date? Vas-y, Paul. Moi, ce qui résume le début de saison, là, ça serait les blessures des lanceurs partants majeurs. Ça, je pense que ça va être le cas de tous les débuts de saison. C'est un vrai fléau. Puis c'est pas fini, là. D'après moi, c'est pas avec les nouveaux règlements que c'est le cas, mais de plus en plus avec les nouveaux effets de balles, puis l'entraînement plus tight, là, j'ai l'impression que ça va être un vrai fléau dans le futur. C'est pas, tu sais, le monde met la faute sur le pitch clock qu'ils ont ajouté, mais c'est plus la recherche, comme que Paul l'a dit, des lancers différents, de la recherche de vélocité qui veulent aller vraiment chercher. Si on regardait Paul Skeens dans ses 2 premiers at-bats dans le spring training, 102, 101, 101 en 1000 à l'heure. En startant l'année, c'est ça. Puis ces gars-là, ils commencent à lancer, à augmenter leur vélocité à 16-17 ans, puis ils disent qu'avant 26 ans, ton coude n'est même pas encore prêt à lancer des balles comme ça. Ben, c'est un passage obligé maintenant, là, l'opération Tommy John pour les lanceurs. Là, c'est plate pour les Braves qui ont perdu notamment leur as lanceur. Là, c'est Spencer Strider qui... J'ai la liste ici là, des lanceurs partants. Vas-y donc. Pas que dans le hobby, c'est catastrophique parce que ça, c'est incompréhensible pour moi, les lanceurs partants qui n'ont pas d'amour dans le hobby, là, tant que ça. Mais vas-y donc avec ta liste, je trouve ça intéressant. Tu as déjà Spencer Strider qui a un Tommy John. Ça fait juste 2 semaines qu'on est commencé. Là. Shane Bieber pour Cleveland, que lui voulait être échangé cet été, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Puis là, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Framber Valdez pour Houston. Yuri Perez pour Miami. Brandon Woodruff aussi pour la saison. Kota Senga qui était pour les Mets, un autre gros nom. Garrett Cole qui a de la difficulté à rester sur le terrain. On ne sait pas quand il va revenir. Puis Justin Steele aussi, qui était favori aussi pour Cy Young l'année passée, qui a des problèmes de... Ça, c'est un parmi tant d'autres, ça va suivre. Puis tu sais, dans ta liste, Paul, c'est pas juste des 4e ou 5e lanceurs dans la rotation. Là. C'est l'as. C'est toute l'as.
C'est ça qui est... Ah, oublions pas Shohei Ohtani, là, qui lance pas avant l'année prochaine aussi. Là. En plus. Tu sais, c'est le tiers de la ligue là, que le As, c'est pas là. Et d'ailleurs, du côté des Rangers, là, est-ce que nos as lanceurs sont revenus? On en est où là-dessus, Paul? Je pense qu'il y a Scherzer qui est en avance sur son recovery. Là. Puis l'autre, il est fini, là, malheureusement, le Jacob DeGrom. Là. DeGrom, je pense que ça va être dur. Ouais. Eh Seigneur, c'est vraiment pas drôle. Mais est-ce qu'il y a des jeunes joueurs qui vous ont surpris depuis le début de la saison? Je sais que c'est une question d'un auditeur qu'on a d'ailleurs cette semaine. S'il y en a qui vous ont déçus également. Paul, je sais que tu regardes ça beaucoup. Mike aussi. Puis après ça, on parlera de notre joueur favori à nous trois. Je commencerai. Il y en a un que j'adore voir ce qu'il fait. C'est Mason Miller, un releveur pour les Aces d'Oakland. C'est vrai qu'un lanceur, hein? Ouais, lui, il lance du 104, 105. Puis à chaque fois qu'il est arrivé sur le mont, là, à date, depuis que le rôle de closer, là, c'est du 3K par manche. Puis ça monte jusqu'à. Je pense qu'il a pogné un 106 000 à l'heure. Là. Fait que ça, c'est électrisant à avoir joué. Mais c'est les Aces d'Oakland, mais quand même, c'est pas vraiment la seule belle histoire des Aces d'Oakland cette année. Michael Busch qui a été échangé des Dodgers aux Cubs parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Lui, avec les Cubs, il a un excellent début de saison. Ben, il a eu un petit peu plus long à partir, mais là, depuis, je pense, la semaine passée, là, c'est parti. Là. Il a fait sa place à Chicago. Un gars qui mérite d'avoir sa place dans une équipe partante. Colton Cowser avec Baltimore. Ça, c'est intéressant parce qu'il est sorti dans Bowman très, très récemment. Puis c'est un jeune qui est arrivé avec beaucoup de hype également là, depuis le début de sa carrière dans les mineurs. Mais jusqu'à quel point ça va être intéressant d'investir sur lui quand tu as déjà Adley Rutschman, Gunnar Anderson puis Jackson Holliday qui a fait ses débuts aussi là, cette semaine. Tu parles de déception. Jackson Holliday. Ouais. On le vend. Il est quoi, 0? 1 en 17-18? Ouais, avec là, je pense, 8 ou 9 strikeouts, quelque chose comme ça. C'est normal. Oui, mais il y en a un qui fait bien, c'est Jackson Chourio. Lui, par exemple. Et c'est drôle parce que j'entends parler de Jackson Chourio nulle part. En plus, il y a une équipe qui est son premier. Ils vont très, très bien. Il va très, très bien. Mais la narrative de Jackson Holliday qu'on n'arrête pas de vanter. Et je me demande, je me pose la question, les gars, vous connaissez ça plus que moi, le baseball, mais est-ce que pour Jackson Chourio, on verra sa valeur exploser, justement, ou, parce que tu as besoin d'un petit peu du vent dans le dos des médias là, qui commencent à te pousser également. Est-ce qu'on verra ça un jour de Jackson Chourio? Je me dis, ça va prendre quoi, là? Parce que là, il y en a tellement. Il y a Wyatt Langford, il y a Jackson Holliday qui était super hypé avant d'arriver dans les majeurs. Jackson Chourio fait partie de ce paquet-là. Mais on en est où, là? C'est comme ça depuis qu'il est arrivé là, les mineurs. Là. Il n'a jamais eu... il était prospect numéro 1 par Baseball America. Personne n'en parlait. On parlait encore de tous les autres joueurs. Mais comme tu dis, il y en a tellement des prospects depuis, je te dirais, 3 ans. Depuis la pandémie terminée, là, on dirait qu'il y en a tellement. C'est une des plus belles périodes pour les prospects. Fait qu'on ne sait plus où se garocher. Puis également, il joue pour les Brewers. Fait que aussi, ça paraît. Tu sais, Greg, tu parlais de Wyatt Langford. Une recrue qui arrive dans l'équipe qui défend son titre, qui va frapper 3e ou 4e dans la rotation, c'est phénoménal. Ben oui, il est phénoménal. Il est phénoménal. Jackson Holliday ne l'est pas pantoute. Puis on ne parle pas de Jackson Chourio, qui est tout aussi phénoménal depuis le début de la saison. Puis 2 circuits. Puis c'était pas son power, là, ce qui était supposé être son avantage. Il est quand même à 2 circuits, le jeune. Non, mais c'est difficile pour 267, ce qui est bon. Ben pour une recrue surtout, à son rang de frappeur, mais ce qui est encore plus difficile à prévoir, c'est l'an dernier, on en a eu, il y a eu Evan Carter qui est arrivé dans les majeurs, qui a connu une excellente fin de saison, des excellentes séries éliminatoires. Sa valeur n'a pas augmenté. C'est vraiment difficile. C'est là qu'on voit que, pour moi, ça me confirme que le marché du baseball, c'est vraiment à l'anticipation. Ce que Paul et Mike, les deux, ont dit sur le podcast ici à plusieurs reprises. Lorsque la rumeur du call-up arrive,
c'est là que c'est la période pour vendre. Ou lorsqu'ils sont callés up également, qui arrivent, qui font leur début, à ce moment-là, parce qu'on ne peut jamais prédire comment le marché va aller, même s'ils ont des solides performances. Là. Exactement. On n'a pas parlé des Yankees, il nous reste 2 minutes, mais Juan Soto va bien. Les Yankees vont très, très bien aussi. Ça aussi, ça va être bon. Mike Trout. Wow! Hey, Mike Trout. Avez-vous vu la statistique qui dit que dans tous ses circuits qu'il a fait depuis le début de sa carrière, 68% de ses circuits étaient des solos? C'est incroyable. Hein? Le gars n'a aucune... Il est tout seul. Aucun run support, rien. Imagine-tu si tu avais, mettons, la moitié de ces circuits-là, que tu avais un homme, ses buts. Imagine-tu où est-ce qu'il en serait aujourd'hui au niveau des points produits, par exemple? Tu sais, un homme ou 2 hommes, ses buts. J'ai hâte de voir s'il va vouloir partir finalement, là, s'il y a une saison en santé, là, parce qu'il perd son temps, le solide. Ben là, je pense que est parti, là. Je pense que ce serait vraiment le timing. Puis aussi pour l'organisation des Angels. T'sais, veux-tu rebâtir ou tu veux pas rebâtir? Là, t'as pas le choix. T'as complètement fait un caca dans la pelle pour utiliser une expression. C'est ça. T'as fait un caca dans la pelle pour Ohtani. Mais là, il est temps que tu puisses aller chercher un solide retour pour Mike Trout. Là. Et overall, là, si on regarde ça, là, juste un petit 15 secondes, là, si on regarde ça overall, là, les meilleurs là, cette année, là, ça reste les joueurs des Dodgers, les joueurs de Houston, puis les joueurs des Yankees. Fait qu'aucune surprise là, à date. Début de saison de Mookie Betts. C'est complètement débile. Qui n'a jamais eu, lui aussi, de hobby love au niveau où est-ce qu'il devrait l'être. Avez-vous vu d'ailleurs la photo de Ohtani avec Betts? Puis après ça, tu as vu Ohtani avec Freeman. On va mettre fin à l'épisode là-dessus. Pour nous, on poursuit la discussion sur notre Patreon. Si vous voulez joindre le Patreon pour un frais de 9 $ par mois, une contribution de 9 $ par mois, vous allez obtenir 15 $ en crédit break. Vous allez obtenir également du contenu exclusif et du contenu avant-coup. Donc, l'épisode 36 à 48 heures avant tout le monde aussi. Est-ce que je l'ai dit 15 $ en crédit break chez Stack? Vous allez avoir un rabais de 10 $ par mois chez les services Choose Your Grading pour envoyer vos cartes à l'évaluation et au gradage en bon français. Aussi, un tirage mensuel avec des prix provenant de chez Stack, notre commanditaire officiel. Et on veut saluer rapidement nos nouveaux membres Patreon, Martin, Marie-Claude, Sébastien et Patrick. Merci de sauter dans l'aventure avec nous autres. Je vous passe les salutations et les excuses de Karn cette semaine. Malheureusement, un imprévu n'a pas pu se joindre à nous pour parler de toute cette transaction, je vais dire, entre Golden, PSA, eBay et tout le reste. On en parlera certainement avec lui la semaine prochaine où on créera une petite vidéo à part pour donner les détails de tout ça. Messieurs, merci de vous être prêts au jeu. Mike, on te laisse filer parce qu'on sait que tu es excessivement occupé. Oui. Mais Paul puis moi, le lundi, on va jaser un petit peu plus longtemps puis on va répondre aux questions des auditeurs. Alors, merci encore une fois. On vous souhaite une excellente bonne journée. Salut!